Hervé Dupuis, vous êtes le représentant de cette commission européenne. Vous allez intervenir d'ici ou de là-bas. Sentez-vous à l'aise. Hervé Dupuis, vous êtes chef d'unité adjoint précisément de cette unité pour vous situer dans la galaxie communautaire, l'unité haut débit, et qui est une des unités d'une des directions elle-même, d'une DG dite Connect. Au sein de cette DG Connect, on s'occupe des réseaux et de communication et des contenus. Voilà, c'est là-bas où on peut vous trouver dans cette unité haut débit. Et vous êtes, parmi vos interlocuteurs, on trouve d'abord des opérateurs télécoms et ensuite les fonds structurels. Vous allez nous dire un peu comment ces questions de haut débit, on sait que la communauté européenne a plutôt une attitude bienveillante, bénévole à l'égard des territoires de montagne, mais jusqu'à quel point cette exception ou spécificité montagnarde peut-elle jouer dans l'agenda digital? Voilà, on se projette avec vous jusqu'en 2020. Vous avez ce dispositif, cette MIE dont vous allez nous parler, qui a déjà évoqué ce président de l'AEM. Merci de votre pédagogie et de votre présence. Merci à vous pour cette invitation. Je dois dire que je suis très flatté et heureux d'être ici parmi vous aujourd'hui. Pour nous, effectivement, à Bruxelles, vous savez, on aime beaucoup les acronymes et donc la DG Connect, pour ceux qui sont familiarisés avec l'ancienne DG Infso, a muté et s'appelle, et donc à l'occasion de cette réorganisation de la direction générale, celle qui s'occupe donc des nouvelles technologies, cette unité sur le haut débit a été créée et j'ai le plaisir de participer à cette équipe. Je n'ai pas par contre le visuel sur les diapositives ici, je ne sais pas si c'est possible pour le transmettre. Si ce n'est pas le cas, je tendrai le cou un petit peu, c'est pas grave. Est-ce que la régie peut nous dire en courant et laisser ouvert mon micro? Vous nous disiez, Hervé, juste pour cette DG Connect, qu'elle s'occupe de réglementation, de financement de projets de recherche et enfin de contenu, voilà. Et dans les contenus, vous citiez ce qui a trait à l'e-gouvernement, l'e-santé et autres e-projets. Oui, absolument. Non, c'est vraiment... On a le privilège, je dois dire, d'être une direction générale qui regroupe véritablement aussi bien les tuyaux, le contenu des tuyaux et les terminaux, par exemple, qui s'y rapportent. Donc, depuis votre GSM, votre tablette, jusqu'à la fibre. Et c'est l'avantage, très souvent, on est confronté à des administrations nationales qui sont, elles, beaucoup plus cloisonnées sur des secteurs télécoms qui sont définis dans un sens plus étroit, je veux dire. C'est souvent une faiblesse, malheureusement, de nos organisations administratives que d'hériter, disons, d'une certaine vision des télécoms, alors que la convergence est là. Et je crois que s'il y a bien un fil rouge, finalement, à toutes ces interventions, je reprends certains des propos qui ont été dits, parce que j'y trouve beaucoup d'écho, c'est véritablement qu'on ne peut pas parler des tuyaux sans parler des contenus et des services, des applications qui s'y rapportent, et des technologies, des terminaux qui s'y rapportent également. Et cette convergence de toutes ces technologies, je crois que c'est ce qui rend évidemment la révolution numérique tout à fait fascinante. Alors, donc, je commence toujours mes présentations par un petit rappel sur la nécessité du haut débit, parce que finalement, ce lien véritablement entre le monde économique et M. Pinto rappelait tout à l'heure la nécessité d'investir aussi pendant ces périodes de crise, c'est que si on a plus de haut débit, et je parle ici même de très haut débit, on a plus de points de croissance. C'est aussi simple que ça. Ici, nous avons une des études qui démontre la corrélation entre le taux de pénétration et la compétitivité des économies nationales. Cette corrélation est très forte. Et je crois qu'il est particulièrement important de le rappeler en ces moments de crise. Si on augmente la pénétration de ces réseaux, l'impact sera bien au-delà, évidemment, du secteur des télécoms et des TIC. C'est toute la société dans son ensemble qui en bénéficiera. Et cet impact-là, on en a d'autant plus besoin maintenant.
je vais devoir vous... Je ne contrôle pas les diapositives, donc je vous ferai signe. On parlait justement des contenus. Cette petite présentation rappelle aussi certains de ces contenus et les débits pour lesquels on a besoin, dont on a besoin pour avoir un service optimal. Alors le Voice over IP, le Skype, disons, c'est évidemment des débits qui sont relativement modestes. Quoique, dorénavant, vous savez, quand on a Skype, maintenant on a la petite vidéo et donc on a besoin d'une symétrie de communication. Et puis plus on monte dans l'échelle, plus on se rend compte que nos besoins, nos beaux téléviseurs de haute définition qui peuvent soutenir le 3D, de plus en plus ils sont connectés au même réseau. Et que cette convergence des plateformes est tout à fait essentielle si on veut dorénavant avoir la possibilité de surfer sur Internet pour un membre de la famille, tandis que d'autres regardent la télévision, les troisièmes s'occupent sur leur console de jeu et les quatrièmes travaillent. Je crois que c'est tout à fait important d'avoir les réseaux et avec les débits qui sont attachés. Plus encore, quand on monte dans l'échelle, on retrouve là aussi en écho certains des propos qui ont été dits dans les interventions précédentes. En termes d'éducation, en termes de télémédecine, si on veut faire de la télémédecine dans des zones reculées, on doit absolument avoir des débits suffisants pour avoir des définitions d'images nécessaires, une sécurité dans la transmission des données et une symétrie là aussi dans un certain nombre d'applications. Et puis le multi-usage, je crois qu'on n'insiste jamais assez là-dessus. Rappelez-vous le premier PC que vous avez acheté, vous croyiez à l'époque que le disque dur était disproportionné et que jamais vous ne le rempliriez. Et 3 ans plus tard, c'était déjà plein et vous changiez d'ordinateur parce que vous le trouviez trop lent. Je crois que cette loi de Moore, elle s'applique toujours. Et malheureusement, il y a une vision un petit peu naïve qui consiste à penser qu'on a une sorte de plateau dans la révolution numérique. Maintenant, on sait utiliser Word, on sait utiliser des applications de base, et on n'a pas besoin de beaucoup plus. C'est faux. La puissance de calcul qu'on avait jusqu'à présent dans nos ordinateurs, elle sera de plus en plus, et le cloud computing là aussi a été mentionné, dans le système, dans le nuage, dans Internet. Et donc, la puissance de stockage qu'on avait aussi localement sera aussi dans le réseau de plus en plus. Et donc, on a absolument besoin de réseaux qui soient à la mesure de ces évolutions. Au jour d'aujourd'hui, on estime qu'en moyenne, chaque foyer a 2 terminaux. Il s'agit d'un téléphone, d'une console de jeu, d'une tablette, 2 terminaux en moyenne connectés à Internet. On estime que ça sera 5 en 2015 et que ce chiffre doublera d'ici 2020. Et là aussi, les applications qui y sont liées sont de plus en plus gourmandes en débit. Suivante. Et c'est pour cela que la stratégie numérique, on l'appelle l'agenda digital en anglais, la stratégie numérique en français, avait dès 2010 établi 3 objectifs chiffrés, très précis, très clairs, et qui ont été endossés par les autorités nationales et le Parlement européen. À l'horizon 2013, du haut débit, ce qu'on appelle le haut débit de base, qui soit disponible pour chaque Européen, et à l'horizon 2020, du très haut débit, 30 mégabits par seconde, disponible pour tous les ménages européens. Donc là aussi, une couverture universelle, ainsi qu'un ultra haut débit, des vitesses de l'ordre de 100 mégabits ou plus, qui, cet indicateur-là, cet objectif-là, faisant référence à une demande effective, c'est-à-dire c'est pas seulement une couverture, une disponibilité de réseau, mais véritablement la moitié des ménages devraient d'ici 2020 avoir un abonnement qui soit à 100 mégabits ou plus.
Ça, c'est l'objectif au niveau européen. Et évidemment, derrière ces chiffres globaux, on s'attend à ce qu'il y ait des variations très importantes en fonction des territoires, des États membres, évidemment avec des niveaux de développement et de richesse très différents, comme vous le savez. Lorsqu'on parle de débit de base, ici, je dois dire, on a un filet qui est assez large. Et pourtant, quand on regarde le tableau, ici, c'est une petite représentation globale de l'ensemble des objectifs de l'agenda numérique. Vous verrez que certains font référence, je ne sais pas si vous arrivez à lire, à des objectifs de type économique, donc le nombre de PME qui vendent en ligne, le nombre de personnes qui utilisent Internet pour des applications e-government, etc., etc. La partie entourée fait référence à ces trois objectifs de haut débit. Alors, la pointe est plutôt rassurante, c'est l'objectif à atteindre d'ici 2013. On y est presque, et effectivement, on est déjà presque à l'objectif. En revanche, pour les deux autres objectifs à l'horizon 2020, vous voyez qu'on a véritablement un trou dans cette toile d'araignée. Et c'est un sujet de préoccupation tout à fait important. Alors effectivement, pour le haut débit de base, plus de 95%. Mais là aussi, les chiffres sont parfois trompeurs. En réalité, pour les zones rurales, il s'agit de 78% des ménages qui sont actuellement couverts. Et lorsqu'on dit débit de base, il s'agit véritablement d'une fourchette qui va de 144 kilobits par seconde. Rappelez-vous le dial-up, la petite musique qu'il fallait attendre quand vous vous connectiez. Ça, c'est du 144 kilobits, mais c'est déjà considéré comme du broadband. Jusqu'à 30 mégabits. Donc on est dans une fourchette qui est particulièrement généreuse. Donc ces chiffres sont malheureusement très optimistes, disons. En tout cas, il faudra les réviser dans le temps. Et l'autre nuance importante à apporter, c'est bien évidemment sur le nombre de ménages qui n'ont pas de couverture par le haut débit de base. Comme on s'y attend, l'immense majorité, 90%, sont en zone rurale. Et j'inclus bien évidemment des zones difficiles d'accès, des zones de montagne, des zones de type insulaire, périphérique, dépeuplées, à l'extrême nord de l'Europe, etc. Suivante. Alors les technologies, bon, inutile de rentrer dans les détails. Le constat est clair, c'est-à-dire tout le monde aimerait avoir des débits et des technologies qui soient, comme on dit, future-proof, dont on soit sûr que pour l'avenir, elles pourront être mises à jour. Mais au jour d'aujourd'hui, force est de constater que la fibre reste ultra minoritaire. Et la France, de ce point de vue-là, a des bons scores dans une fourchette moyenne, je dirais autour des 2 à 10 mégabits par seconde. En revanche, dès qu'on passe ce seuil, la France est plutôt dans le pelon de tête, dans le dernier tiers des pays européens. Et puis, dans les zones rurales, on a bien évidemment les technologies sans fil ou satellitaires. Là aussi, vous êtes au cœur, disons, de ces déploiements. Vous les connaissez mieux que personne, et la nécessité pour couvrir des zones difficiles comme celle de montagne d'y recourir. Diapo suivante. Mais si les chiffres qu'on voyait tout à l'heure sur les objectifs à atteindre d'ici 2020 étaient si préoccupants, c'est qu'ils se réfèrent effectivement à des investissements qui sont inexistants. Alors, on peut faire des comparaisons internationales, comme ici, où on a des pays, les États-Unis, les pays asiatiques. Clairement, l'Asie a pris de l'avance. Et je crois qu'il ne faut pas perdre de vue que, comme on disait tout à l'heure, c'est justement en période de crise qu'il faut prévoir l'avenir et faire les bons choix pour l'avenir. Et ça n'est pas un luxe que d'investir dans les infrastructures, dans les réformes structurelles dans ces moments-là. Tous les pays asiatiques arrivent en haut du tableau, et on trouve les premiers Européens seulement à partir de la 5e ou 6e rang, la Suède,
je n'arrive pas à lire ici, mais enfin, clairement la France n'est pas dans le haut du plateau. Beaucoup d'explications, je retiens celle sur la formation des équipes aussi au déploiement. On parle de micro-trenching, des choses, des nouvelles formes de déploiement aussi qu'il faut déployer, qu'il faut former, disons, auprès de nos entreprises. Il y a toute une série de facteurs qui expliquent le manque d'investissement, la pression compétitive. Le sénateur Hérisson il l'a dit clairement, il va de soi que les marges à dégager par nos opérateurs télécoms historiques ou alternatifs sont resserrés dans un jeu où ils sont eux-mêmes sous une pression de concurrence importante, les conditions réglementaires qui s'y attachent, la faible demande. Il y a toujours encore cette vision, personnellement je trouve un peu naïve, qui consiste à dire eh bien, personne n'a besoin de 100 mégabits. La preuve, parfois il y a des offres à 100 mégabits et personne n'y souscrit. Ça néglige d'une part le fait que souvent les prix d'accès à ces offres-là sont particulièrement élevés. Les gens n'ont pas nécessairement envie de payer une prime pour ça. Et puis encore une fois, lorsque les besoins seront là, il sera trop tard pour déployer. Et donc on sait que les temps de déploiement et d'investissement sont tels qu'il faut commencer aujourd'hui si on veut être prêt le moment venu. Les conditions économiques donc, de la crise actuelle rendent évidemment l'accès au crédit, notamment des entreprises, difficile. Et puis, nous ne cachons pas non plus certaines réalités. Il y a des inefficiences structurelles, parfois dans l'organisation même de nos entreprises, dans la fragmentation même des marchés des télécoms en Europe. On n'a pas un marché unique du numérique. Alors, la mobilisation, vous en êtes les témoins et les acteurs, elle est déjà là. Et je crois que de ce point de vue-là, Annecy, sa région Séno, la Haute-Savoie, c'est certainement disons, une de ces zones pionnières où, malgré la difficulté structurelle, géographique, topographique, les initiatives fleurissent. Et je crois que c'est tout à fait important. Et je crois que ces expériences-là doivent être divulguées, d'où l'intérêt aussi de ce genre de forum avec une dimension européenne et les échanges qui peuvent en résulter. Au niveau national, il y a toute une série de compétences qui doivent aussi être mobilisées. Bon, les fréquences du spectre sont bien évidemment essentielles. Comment est-ce que le dividende numérique pourra être exploité? La France, de ce point de vue-là, est plutôt bien placée. L'agrégation de la demande, comment est-ce que justement on génère, malgré le peu de densité de certaines de ces populations, des demandes suffisantes. Il y a des exemples notamment dans les pays scandinaves très très importants où sur des grandes échelles des populations éparses ont été mobilisées, parfois en contribuant elles-mêmes directement à une partie du financement, et finalement les opérateurs, voyant qu'il y a toute une région qui se mobilise, trouvent un business case pour investir tout simplement. Et puis les ressources donc, qui vont bien au-delà aussi des ressources financières, elles sont évidemment importantes et j'y reviendrai, mais c'est aussi un problème de simplement maîtrise du terrain, à commencer par la cartographie des réseaux. En 2012, il est parfois surprenant de voir que les opérateurs eux-mêmes ne connaissent pas exactement où se trouve leur propre réseau. Donc il y a tout un travail en amont, disons, de préparation, d'études de faisabilité, etc., également de maîtrise des différents modèles économiques d'investissement qui doit être fait maintenant. Et je crois qu'à nouveau, chaque expérience menée sur des projets concrets est bonne à garder, mais on a tout à gagner aussi de l'échange au niveau national, au niveau européen, des meilleures pratiques. Et c'est ce qu'on doit faire au niveau national, c'est ce qu'on s'efforce de faire évidemment au niveau européen également. Alors j'y viens, pour ce qui est du niveau européen, on a, si vous voulez, deux grands axes d'action. Je m'attarderai essentiellement sur le premier, qui est de créer des conditions favorables à cet investissement. Lui-même, je dirais, divisé en deux grands piliers.
accroître les retours sur investissement d'une part et réduire les risques pour les investisseurs. Si on veut caricaturer, il s'agit d'un premier volet qui est essentiellement de nature réglementaire et d'un deuxième volet essentiellement de nature financière. Et puis il y a une deuxième partie qui consiste à soutenir la demande. Et je ne m'attarderai pas trop là-dessus, mais c'est évidemment un de ces sujets importants, disons, pour comprendre l'ensemble du tableau. S'agissant du volet réglementaire, alors Nelly Kroes, notre vice-présidente en charge de la stratégie numérique, en juillet dernier, en tout cas pour ceux qui sont dans le landerneau européen et des télécoms l'auront noté, a fait une série de déclarations qui ont, disons, lancé un nouveau débat, plus exactement qui ont clos un débat qui avait été lancé un an plus tôt et qui a ouvert des pistes pour l'avenir. Essentiellement, on peut le résumer comme nous souhaitons dorénavant à Bruxelles établir un cadre réglementaire le plus stable possible, le plus prévisible possible, de façon à ce que, là aussi, les opérateurs puissent avoir, disons, un environnement sur lequel ils puissent se baser et que les investisseurs également puissent avoir un certain nombre de certitudes avec un horizon temporel relativement lointain. L'accent sera mis, et ça prendra la forme d'une recommandation de la Commission au début de l'année prochaine vraisemblablement, sur l'équivalence d'accès. Vous savez qu'une grande partie de la réglementation des télécoms consiste à s'assurer que les petits opérateurs puissent avoir accès au réseau déjà en place des grands opérateurs. Et il est important évidemment que les conditions d'accès des concurrents au réseau historique puissent être tout à fait justes. Et ça sera le premier axe d'action. L'autre grande annonce, disons, au niveau réglementaire, c'était cette question qui avait agité un petit peu les acteurs du milieu, quant à savoir est-ce qu'on devrait abandonner le cuivre pour passer à l'optique. Et finalement, ce débat a été clos avec un constat qui a été fait et une conclusion tirée. Nous, on estime qu'effectivement le prix de l'accès à des réseaux de cuivre a un impact direct sur les futurs investissements en matière de réseaux de nouvelle génération. Et donc il ne s'agit pas de tuer le cuivre pour sauter plus rapidement dans la fibre optique, pour caricaturer un peu les choses, mais pour faire passer le message. Je crois que les deux technologies sont liées, et y compris dans les revenus des opérateurs qui doivent gérer ces différentes générations de réseaux. Puis la neutralité technologique, vous savez, c'est un des principes fondamentaux de notre cadre réglementaire. Autre train de mesures réglementaires, il est à venir. Il va au-delà, si vous voulez, du cadre des télécoms connus. C'est ce qu'on appelle les mesures de réduction des coûts d'investissement. Si vous avez développé de la fibre, vous savez que jusqu'à 80% des coûts d'investissement sont liés à l'ingénierie, c'est-à-dire aux travaux de génie civil, tout simplement. Creuser les tranchées, préparer les autorisations, etc. Et finalement, si on travaille sur les conditions de ce génie civil pour le faciliter, on peut économiser jusqu'à 30% du prix de déploiement. Puisqu'on parle d'un coût total au niveau européen en FTTH, donc la fibre jusqu'à la maison, qui pourrait atteindre, selon certaines estimations, jusqu'à 270 milliards d'euros. Vous comprenez bien que 30% d'une somme aussi considérable, c'est tout à fait intéressant qu'on s'y attarde. Et donc on a lancé une grande consultation publique pendant l'été, et dans les conclusions qu'on en tire, c'est que effectivement il faut mettre l'accent sur l'usage des infrastructures existantes, y compris celles des autres réseaux de distribution, pas seulement des réseaux télécoms. Il est frappant, là aussi, quand on commence à faire de la cartographie un peu sophistiquée, de voir que les réseaux d'eau, les réseaux d'énergie, les réseaux parfois d'égout ou de gaz, d'électricité en général, ont des câbles,
ou en tout cas ou des fourreaux qui permettent de passer des câbles. Et donc là, il y a tout disons, des économies d'échelle à envisager. La transparence et la coordination des travaux de génie civil, le simple fait d'annoncer à l'avance que telle ou telle tranchée va être ouverte, de façon à permettre à d'autres opérateurs de se positionner et de profiter de la même ouverture. Tout ça, c'est du bon sens, et pourtant, ça ne se passe pas comme ça sur le terrain. À une échelle locale, parfois, certains maires, certains élus locaux sont capables d'organiser ce type de transparence, de guichet unique, par exemple, entre les différents opérateurs. C'est malheureusement trop peu souvent le cas. Et puis les bâtiments, faire des règles, par exemple, d'équipement des nouveaux bâtiments pour recevoir ces nouvelles technologies. Donc il y aura une proposition législative de la Commission européenne pour améliorer et faire des propositions en ce sens en début d'année prochaine. Le MIE, le mécanisme d'interconnexion européen, ce qu'on appelle en anglais le CEF, le Connecting Europe Facility. Il a été mentionné plusieurs fois dans les interventions précédentes, j'y reviens rapidement. Il s'agit d'un instrument financier nouveau et je crois que c'est important que les choses soient claires à son sujet. On a proposé, une Commission européenne au Parlement et au Conseil, de le doter de 50 milliards d'euros sur la période 2014-2020. Il s'agit d'un fonds multisectoriel, donc transport, énergie, télécommunications. La partie télécom étant de 9 milliards, elle-même subdivisée entre une partie haut débit et une partie d'infrastructures de services numériques pour un peu plus de 2 milliards. Carlo Alberto Pinto tout à l'heure rappelait qu'on est dans une phase tout à fait critique à Bruxelles, où tous les ministères des Finances sont concentrés sur les décisions, les grands chapitres du budget européen pour les années 2014-2020. Les décisions sont imminentes, probablement dans les jours qui viennent, peut-être un peu plus tard si un accord n'est pas trouvé. On parle de réduire ces budgets. Nous considérons que si c'était le cas, le MIE ne devrait pas être réduit. Il s'agit véritablement d'un instrument qui a un pouvoir, si on peut revenir sur les deux diapositives précédentes, il a un objectif de levier financier. Et je crois que c'est très important d'insister là-dessus parce que là aussi, on avait une sorte de quadrature du cercle. Comment peut-on favoriser les investissements sans payer la facture numérique, pour reprendre l'expression du sénateur Hérisson. Et je crois que le MIE répond à cette exigence. Son objectif, c'est non pas de faire des subsides classiques, je dirais, de fonds publics en contrepartie d'une intervention privée, mais de faire de l'ingénierie financière. Et donc, de monter des projets de telle façon à ce que la partie publique est un effet de levier, on estime, de 4 à 5 sur la partie privée, en accompagnant le montage du projet de façon à faire venir tout d'abord des institutionnels, des financiers institutionnels, de type la BEI, la Banque européenne d'investissement. En France, ça pourrait être la Caisse des dépôts et de consignation. Toutes ces banques institutionnelles qui ont une expertise et qui ont une capacité d'accéder à des marchés financiers et par là même attirer dans le secteur des télécoms des investisseurs qui jusqu'à présent n'ont pas le secteur des télécoms comme étant l'une de leurs catégories d'investissement potentiel, de façon à ce qu'on puisse accroître précisément la durée de retour sur investissement pour faire venir des fonds de pension, des compagnies d'assurance qui ont des capacités d'investissement très importantes, et en présentant un projet sous la forme de parts dans le projet, ce qu'on appelle les project bonds ou les equities, donc au lieu de faire un simple financement direct, on monte ça de façon à ce qu'on ait des emprunts obligataires qui puissent être émis et qui puissent être refinancés sur les marchés financiers. D'un seul coup, on va apporter un argent frais au secteur qu'on n'aurait pas autrement. Et la bouffée d'oxygène de nos opérateurs télécoms, mais peut-être aussi d'autres opérateurs d'eau, d'électricité, de gaz, qui sait, et peut-être aussi des opérateurs locaux, régionaux, nationaux,
des institutionnels, des autorités publiques, vont pouvoir s'associer, disons, à ces montages plus complexes, mais en tout cas beaucoup plus prometteurs du point de vue des cofinancements et des sources de financement qu'elles pourraient apporter. La suivante. Voilà. Et ensuite, il nous reste évidemment les fonds structurels qui, elles, sont une source bien connue, mais là aussi qui est l'objet des discussions actuellement à Bruxelles sur les financements. J'attire votre attention sur certaines innovations dans les textes qui sont actuellement en préparation. Dorénavant, la proposition de la Commission pour les nouveaux fonds structurels après 2014 prévoit ce qu'on appelle des stratégies intelligentes, des Smart Specialization Strategies, des stratégies de spécialisation intelligente. Il s'agit de ne pas saupoudrer l'argent, mais plutôt de faire des priorités en fonction des réels besoins sur le terrain. Et il va de soi que lorsque les TIC sont identifiés comme tels, il est important de concentrer les efforts financiers sur ces secteurs. Et là, par là, j'entends bien évidemment non seulement le haut débit, mais également toutes sortes de projets relatifs au TIC, qu'il s'agisse de recherche, qu'il s'agisse de contenu, de numérisation, d'héritage culturel, ou que sais-je. Pour ça, on a un certain nombre d'outils, et je les mentionne pour ceux qui seraient intéressés à s'y joindre. Là, on a une plateforme qui regroupe déjà une centaine de régions, qui échangent, qui font du peer review, de la revue de pairs, afin d'essayer de voir comment on définit ces stratégies de façon optimale. On a un portail du haut débit qui va être mis en ligne prochainement afin d'échanger les meilleures pratiques. On a le projet Engage, qui est un projet spécifiquement sur le déploiement du haut débit en zone rurale, projet Interreg actuel. Donc il y a toute une série de réseaux, disons, auxquels des acteurs qui voudraient se lancer dans l'aventure peuvent recourir de façon à franchir les étapes plus rapidement. Il y a aussi une dimension de conditionnalité ex ante. Il s'agit d'une nouvelle condition qui prévoit que pour l'adoption des nouveaux programmes, un certain nombre de conditions doivent être remplies. Et s'agissant des TIC, les deux principaux contenus sont une analyse SWOT, donc de faiblesses, opportunités, menaces et il m'en manque une, je ne sais plus laquelle, strength et les forces, et puis des plans nationaux et régionaux de développement du haut débit. Et là aussi, cela va donner une nouvelle dimension, puisque ça devient une obligation réglementaire, à moins que ces plans aient été mis en place, les fonds structurels ne seront pas dégagés, ou en tout cas avec un point d'interrogation. Et puis donc les programmes que vous connaissez bien par ailleurs. Dépôt suivante, s'il vous plaît. Voilà, et puis donc on a une feuille de route qui est celle-ci. Véritablement, ces plans au niveau national doivent être revus, doivent être rendus opérationnels avec des estimations chiffrées, de façon à ce qu'on puisse là aussi faire de l'échelonnage, du benchmarking, comme on dit, vis-à-vis des objectifs européens. Il est important qu'on ne se voile pas la face et que si on dit on veut être dans les clous européens ou même au-delà, je crois que la France a une ambition qui devrait être celle-là. Alors, soyons clairs, soyons transparents et n'hésitons pas à utiliser les mêmes indicateurs qui sont utilisés à Bruxelles pour évaluer nos propres plans régionaux. On parlait d'évaluation des politiques publiques, on y est. Voilà, et ces plans-là, d'ici 2013, devront être évalués. Et j'ai bientôt terminé. C'est juste que je voulais que notre auditoire puisse agripper aussi votre propos. Si on peut passer à la suivante. Voilà, ça c'était le deuxième volet dont je parlais, les contenus, mais là aussi je crois que ça nous amènerait trop loin dans la discussion. Mais un rappel en une diapositive que, bien évidemment, une fois que les réseaux sont déployés, il est tout aussi important qu'on pense au contenu. Et donc le MIE, le mécanisme d'interconnexion européenne, prévoit évidemment tout un volet contenu avec des infrastructures de services numériques au niveau européen, donc des plateformes européennes en matière d'identification électronique, en matière de e-health, en matière d'Europeana, des numérisations de contenus d'archives, de bibliothèques. Et puis il y a toute une série de travaux qui vont être lancés
en matière de cloud computing, de télévision connectée, de paiement mobile, etc., etc. Autant d'initiatives qui vont donner là aussi de la substance, disons, et de l'intérêt au contenu des tuyaux dont on parle, tuyaux ou ondes, je tiens à préciser, en bonne neutralité technologique. Voilà. Quand un élu local dit mon territoire, j'aimerais qu'il soit connecté, connectif, je ne sais pas comment on appelle, on parle de cette connectivité territoriale, mais aussi des organisations, et que face à lui, il trouve des interlocuteurs institutionnels, privés, qui lui disent mais il n'y a personne sur ton territoire, et puis jusqu'à quel point ce sont des personnes âgées, il n'y a pas grand monde qui va faire utiliser ce qu'on va mettre en place, ces ondes ou ces autres équipements. Qu'est-ce que vous recommandez à cet élu de répondre? Ça viendra, on ne sait jamais, les personnes âgées ceci, le peu de foyers cela? Alors, il y a une cascade d'arguments. Je dirais, le premier, c'est si vous voulez éviter l'hémorragie de vos territoires, pour commencer, pensez à ces investissements. Parce que demain, non seulement les populations et a fortiori les entreprises quitteront les territoires qui ne sont pas suffisamment équipés par ce type d'outils. Et puis, il y a le côté positif de la chose qui est, au contraire, ceux qui auront pris de l'avance et qui le feront savoir attireront des nouvelles populations. Et on le voit déjà dans une certaine rurbanité, il y a véritablement des mouvements de fond qui sont parfois à double sens. Donc je crois qu'il est important de rappeler que s'il y a bien quelque chose que l'Internet fait, c'est la déterritorialisation. On peut avoir sa PME au fin fond d'une vallée de Haute-Savoie et être le leader mondial dans son secteur si on a la bonne connexion qui le permet. Et je crois que c'est une opportunité qu'on n'a jamais eue auparavant dans l'histoire. Simplement pour remercier l'orateur de ce qui vient de répondre à la question que vous avez posée. Pourquoi? Parce qu'on ne va pas recommencer le coup des personnes âgées qui habitent tout seules dans un tout petit village et qui ne vont pas passer le facteur tous les matins. La modernité du territoire, elle se situe un peu autrement. Je crois que d'avoir répondu qu'il peut y avoir, c'est vraiment le cas de la Haute-Savoie, je pense que le président Luciel le dira tout à l'heure, mais il y a de la très haute technologie qui peut être dans une commune rurale et une commune de montagne de Haute-Savoie, pas forcément au Pont de la Vallée, peut-être même en altitude, et il faut adapter la situation. On est là pour parler de tous ces problèmes-là en zone de montagne et dans l'espace de l'arc alpin. C'est quelque chose qui est très important. Merci d'avoir répondu. Merci. Juste un petit peu, mademoiselle. Je demanderai après à notre expert, vous êtes français d'ailleurs, oui. Ce qu'il en est de ce MIE, est-ce qu'il y a déjà des outils de cette nature? On sent un outil un peu transfrontière, un peu baladin, un peu bohème. Il y a quand même 9 milliards qui sont demandés jusqu'en 2020, donc qui seraient ainsi dépensés ou dans cet effet de levier attendu. Est-ce que vous avez des autres outils aussi importants ou moins importants qui ont déjà été testés par la Commission européenne sur d'autres champs ou pas? Voilà. Bonjour monsieur. Bonjour, Stéphane Agnelli de Telsat. Deux questions pour M. Dupuis. La première concerne, vous avez parlé sur la base du Digital Agenda Scoreboard de 95,7% de couverture qui laisse malgré tout 25 millions d'Européens non connectés. Est-ce que cela finalement est vous l'avez présenté comme si c'était un bon résultat? Est-ce que c'est vraiment, sachant que le dernier 4 et quelques pourcents est certainement le plus difficile à atteindre, donc sachant que l'objectif 2013 est finalement quelque chose à atteindre et 100% à atteindre dans un an, est-ce qu'on est vraiment sur la bonne route? Et sinon, quelles sont les mesures que la Commission compte mettre en place afin d'atteindre cet objectif? La deuxième question qui est un peu plus technique, vous avez parlé du CIF ou MIE. Les fonds structurels, si je comprends bien, ne seront plus à la disposition, disons, des régions les plus développées. Au moins pour ce qui concerne les infrastructures en haut débit. Donc je voulais un peu plus de précision sur ce point. Merci. Merci monsieur. Est-ce que d'autres personnes souhaitent rejoindre cet échange? Nicolas Évrard, hein? Avec ou sans micro, Nicolas? Avec. Encore. Alors du haut décime, présentons-nous. Du
Décime, mais surtout en tant que secrétaire général de l'AEM. Et pour compléter la question de Telsat, effectivement, on sait que sur les fonds structurels, on verra les négociations budgétaires et donc les négociations cohésion ou PAC, il y a l'idée d'avoir des investissements territoriaux intégrés, des logiques de développement local intégré qui, effectivement, correspondent assez à nos attentes dans nos territoires. C'est-à-dire d'avoir une stratégie qui ne soit pas monosectorielle, mais bien plurisectorielle, intégrée avec une logique de territoire forte. Pourquoi, effectivement, nous ne réussirions pas à intégrer ce développement, ce déploiement de la fibre ou de techniques satellitaires ou d'autres dans cette logique intégrée et de développement local? Je crois que c'est aujourd'hui un des points faibles des propositions de vos collègues de la DG Régio. C'est aussi, en tout cas, un point faible par rapport aux attaques qu'on est en train de subir, que vous êtes en train de subir, et que les territoires sont en train de subir de la part du Conseil et de certains États membres. Je crois que là, il y aurait peut-être un gap, une autre fracture plus politique à combler, parce qu'effectivement, le point faible, il est là. Est-ce qu'on peut penser aujourd'hui le développement d'un territoire sans penser le développement numérique? Merci à vous. D'autres temps permettront. Alors, il y aura un petit aparté possible, bien sûr, pendant la pause qui nous attend, dans laquelle on est en train de mordre, mais j'en prends la responsabilité. Donc, sur ces deux témoignages, et puis mon fond de propos, on vous entend. Alors, pour les reprendre dans l'ordre, je crois que l'effort qui est demandé à travers le MIE de 9 milliards, enfin 7 milliards pour le haut débit, et un effet de levier, effectivement, qu'on estime être bien supérieur à celui de subsides classiques, donc de type fonds structurel. On peut le mettre en rapport par rapport aux investissements qui ont été faits sous cette période de programmation dans les fonds structurels. Au total, il y a eu seulement 2 milliards d'euros investis, 2,2 milliards d'euros investis dans le haut débit entre 2007 et 2013. Et donc, il y aura véritablement un saut qualitatif qui conjuguerait donc le MIE, si les discussions budgétaires vont dans ce sens, et les futurs fonds structurels. Et donc je réponds par la même occasion à l'autre question. Effectivement, les propositions de la Commission à l'origine étaient d'exclure les infrastructures de type TIC des régions les plus développées. Et donc la France aurait été, grosso modo, sans la possibilité de recourir à ce type de fonds structurels pour financer ce type d'investissement. Les discussions actuellement au Conseil et au Parlement vont dans le sens d'une ouverture. Et donc on s'attend à ce que dans le texte final, en réalité, l'ensemble du territoire de l'Union européenne soit éligible à ce type d'investissement. Alors la question de Telsat, oui, c'est sur les 2%. Enfin, les derniers 2% sont toujours les plus durs, ça va de soi. On peut très facilement faire les 50% des populations dans les zones urbaines avec de la nouvelle génération parce qu'il y a une concurrence câble et autres technologies qui est très forte. Mais dès qu'on s'éloigne des zones urbaines densément peuplées, plus on s'en éloigne, plus c'est difficile. Alors, on n'a pas au jour d'aujourd'hui d'initiative spécifique là-dessus, mais on étudie la question très étroitement. On est dans une situation où, bien évidemment, tout ce qui est technologie sans fil, et notamment le satellite, devrait apporter des solutions pour couvrir les zones encore inaccessibles. Alors, il y a toujours des questions de latence et des problèmes technologiques qui font que tant qu'on n'a pas atteint des débits et disons, un usage tout à fait équivalent avec ces technologies, on peut toujours discuter de savoir si effectivement on atteint bien les vitesses préconisées, mais grosso modo, il va de soi que l'essentiel des 2 derniers pourcents seront forcément sans fil. Et donc c'est là que les nouvelles générations de satellites doivent apporter évidemment des réponses adéquates. Et puis la dernière question sur le numérique, évidemment, de notre point de vue, le numérique n'est pas seulement un secteur, c'est quelque chose qui rentre évidemment dans tous les autres secteurs de l'activité, je dirais même économique et sociale. Et donc c'est toute la difficulté d'appréhender les nouvelles technologies, c'est qu'elles sont véritablement partout. Alors je crois qu'on est relativement optimiste. On sait que quand il y a des opérations de modernisation de tel ou tel secteur dans les fonds structurels ou ailleurs,
très souvent, cette modernisation se fait en réalité par des innovations technologiques ou par des développements technologiques. On ne les mesure pas nécessairement en tant que tels, mais en tout cas, ils sont là. Ce qu'on voudrait véritablement, à travers les conditionnalités dont je parlais, c'est avoir de la rationalité, d'avoir une réflexion tout à fait honnête, disons, des acteurs locaux, nationaux, régionaux, pour poser les problèmes en des termes clairs, avec la possibilité de se comparer à d'autres territoires, pour véritablement prendre la décision en âme et conscience, je dirais oui ou non, a-t-on besoin d'investir dans les technologies en tant que telles, ou est-ce que finalement on va privilégier d'autres axes de développement? La petite sonnerie dans 20 minutes vous ramènera dans cette salle. On remercie Hervé Dupuis une dernière fois. Et bonne pause.